venir. Y esto incluye, por supuesto, cómo se traduce todo esto en el Nous allons inclure également comment tout cela peut être traduit dans le cadre de la justice. Et s'il y a donc trois questions essentielles qui ont été présentées entre les différents membres de ce panel aujourd'hui, et je vais donc les répéter afin que l'on sache un petit peu l'orientation que prend cette discussion. La première question concerne de savoir pourquoi l'innovation en matière de justice est importante pour justement lutter contre la violence sexospécifique. Et la deuxième question est plutôt orientée spécifiquement au travail réalisé par les membres de ce panel et en quels aspects vous pouvez considérer que vos projets représentent une innovation importante pour diminuer cette violence sexospécifique, puisque le panel d'aujourd'hui a la prétention de présenter des projets qui précisément cherchent ce type d'innovation. Et à l'intérieur de ces projets, si vous pouviez nous décrire trois points clés essentiels qui vous ont permis de promouvoir cette innovation en particulier. Et bon, alors, plus qu'une par une, je vais plutôt parler de vous, donc de ces personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Alors, comme je le disais, Alejandra Padilla, qui est titulaire d'une licence en sciences politiques et administration publique de l'UNAM, titulaire d'une maîtrise de la London Economics for Political Sciences. Elle a travaillé pour le gouvernement et pour des organisations de la société civile sur les questions d'accès à la justice, la violence sexospécifique, les politiques publiques et les inéquités dans le monde du travail. Elle est cofondatrice de Recreo, en construire des stratégies pour l'égalité, un bureau de conseil pour des travaux concentrés sur les questions d'égalité, de diversité, les questions du travail. Elle travaille sur une plateforme également au Mexique qui cherche à amener des informations opportunes, pertinentes auprès des femmes victimes de violences. Puis Nayeli Sanchez-Macias, qui est titulaire d'une maîtrise en coopération internationale de l'Institut de recherche José María Luis Mora. Elle a travaillé professionnellement sur le mécanisme et des organisations de la société civile. Depuis plus de 10 ans, elle travaille au sein des Nations Unies au Mexique, où elle a travaillé sur des programmes pertinents concernant l'accès à la justice pour les femmes dans des programmes des Nations Unies pour le développement et le Bureau des Nations Unies contre les drogues et le crime au Mexique, l'ONUDC. Elle est coordinatrice de Spotlight pour ONU Femmes, une initiative conjointe entre l'ONU et l'Union européenne en association avec le gouvernement mexicain. Une initiative orientée sur la prévention et l'éradication des féminicides en particulier. En troisième lieu, comme je le disais, Amilcar Romero nous accompagne. Il est fondateur et président de Ankawa International qui fait partie de l'Ankawa Global Group. Cette organisation a développé un algorithme qui permet de prévenir avec une probabilité de 80% le survenue de situations de violence à l'encontre des femmes, facilitant ainsi le développement de politiques publiques pour lutter contre ce problème. Et en dernier lieu, Madame Michelle Dayan, avocate et présidente de Lawyers for Women, spécialiste en droit de la famille, avocate du l'illustre Collège des avocats de Paris. Et elle a participé à de nombreux colloques, y compris des colloques sur la violence à l'égard des femmes en France, en Espagne, au Portugal et au Mexique. Elle est cofondatrice et présidente de l'Association des avocates femmes, qui est née de la nécessité de promouvoir la coopération judiciaire sur la question donc, de l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes et l'amélioration des systèmes existants français et dans leur mise en œuvre. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de 4 personnes ici qui ont une expérience conséquente, aussi bien sur la question liée aux droits des femmes et quant à l'accès également à la justice. Alors, je vais donc céder la parole à Alejandra pour qu'elle nous parle un petit peu, alors, tout d'abord, de l'importance de parler spécifiquement de ces questions de violence sexospécifique et en deuxième lieu, des projets qui ont été développés pour aborder cette question-là. Et dernière clarification pour ceux qui nous accompagnent, celles et ceux qui nous accompagnent, il y aura une première ronde d'environ 8 minutes d'intervention pour chaque panéliste et par la suite, une deuxième ronde d'intervention d'environ 3 minutes par panéliste et en dernier lieu, une ronde finale au cours desquelles nous aborderons les conclusions à l'issue des présentations respectives. Je vous cède la parole.
Merci Stéphanie, merci à Mexico Evalúa de nous avoir invités. C'est un grand honneur pour moi que d'être ici autour de cette table avec les collègues que je connais, avec lesquels j'ai pu partager d'autres espaces, avec de nouveaux collègues avec lesquels je suis certain nous allons pouvoir créer de nouvelles alliances stratégiques. J'aimerais tout d'abord commencer par présenter le projet sur lequel je travaille à l'heure actuelle avec plusieurs collègues. Alors, aujourd'hui, ce que nous faisons, nous utilisons beaucoup la technologie en tant que stratégie d'innovation. Et pourquoi donc considérons-nous que la technologie peut être absolument un élément clé pour prendre en charge certaines affaires de violence sexo-spécifique. La semaine dernière, nous avons lancé mondialement la plateforme YSM, World Story Matters, en espagnol, Tu Historia Importa, ton histoire de l'importance, ysm.co. C'est une plateforme qui cherche à communiquer des informations en matière de violence sexuelle qui s'orientent principalement sur les femmes, mais également qui comportent des outils et des informations spécifiques pour les hommes. Il s'agit d'une plateforme qui a une ampleur globale. Elle est en création constante. Son souci est d'amener des informations utiles pour les victimes, justement pour savoir ce qui s'est passé. C'est tout à fait pertinent puisque la façon par laquelle la sexualité est abordée dans notre société, les cas de violence sexuelle sont entourés très souvent de sentiments de culpabilité, de honte. C'est difficile à raconter. Donc, ça nous semblait important de justement montrer des informations pour qu'on comprenne clairement ce qui s'est passé. Et pour tout type de violence sexuelle, c'est-à-dire depuis des viols, des cas de violence dans l'espace public, des cas de harcèlement, le cas de harcèlement sexuel dans l'espace d'éducation, l'espace de travail, également fournir des informations sur la voie à suivre, non pas uniquement au niveau des instances étatiques, mais également par le biais de différents réseaux. Des informations pour enregistrer et déposer plainte, avoir un registre de ce qui s'est passé, puisqu'on sait souvent que les victimes, du fait de la situation de stress post-traumatique, ont des pertes de mémoire à court et moyen terme. Et dès les premiers mois, il est important de savoir, d'avoir un registre de ce qui s'est passé, aussi bien pour l'accompagnement psychologique et émotionnel, et également pour la partie juridique, judiciaire et légale. Et amener des informations utiles également en termes de psychologie, au niveau émotionnel également. Et la raison pour laquelle cette plateforme cherche à être une plateforme globale, c'est parce qu'il s'agit d'un projet en cadre ouvert qui est destiné vraiment à toutes les personnes, qui invite toutes les personnes intéressées à s'y greffer pour des contenus spécifiques à chaque pays. À l'heure actuelle, la plateforme comporte des informations du Royaume-Uni, d'Inde également, et depuis le Mexique, un groupe de collaborateurs avec lesquels nous travaillons sur la traduction et l'adaptation du contexte mexicain. Donc, c'est une plateforme qui permet cette adaptation. Et en plus, ce qui est tout à fait important, c'est que les informations apportées sont des informations de victime à victime. Ça nous semble tout à fait pertinent. Et en plus, c'est un seul et même lieu sur lequel on peut trouver des informations. C'est-à-dire, pour nous, il est tout à fait clair qu'on a du mal un peu. Si on fait une recherche sur Google, les informations sont complètement dispersées. Donc, c'est absolument fondamental qu'on puisse avoir un lieu fiable où l'on puisse retrouver toutes les informations pour une même personne qui fait face à une situation de ce genre. Dans le cas du Mexique, mes collègues et moi, nous orientons à la création de deux outils fondamentaux et clés essentiels pour le Mexique. L'un d'entre eux, c'est une route, finalement une feuille de route en matière de prise en charge institutionnelle. C'est-à-dire, bien, que se passe-t-il si je m'approche, si je vais à un hôpital, si je vais à un centre de justice pour les femmes, si je vais chez le procureur, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans de nombreux pays. Au Mexique, on sait que ça fonctionne ainsi. C'est que la justice, c'est un peu une boîte noire. C'est que d'un côté, la justice dit, voilà, il vous faut aller porter plainte, il faut aller porter plainte. La personne nous dit que porter plainte, eh bien, c'est la première étape d'un labyrinthe, d'un chemin parsemé d'embûches, et que c'est un processus très long. Et chacune des victimes ou survivantes de délits ou de violences sexuelles font face pour la première fois, lorsqu'elles font face pour la première fois à ce système, eh bien, elles apprennent finalement le fonctionnement de ce système, elles deviennent expertes, mais c'est une connaissance que nous aimerions partager entre les femmes qui vont certainement devoir vivre ce genre d'expérience. C'est-à-dire chaque victime qui s'approche de ce système, nous essayons d'élaborer cette feuille de route afin qu'on puisse retrouver des informations honnêtes. On sait ce que l'État devrait faire, par exemple. On sait le type de réponse que l'État devrait apporter, mais on sait également que cette réponse échoue finalement.
il y a une différence entre ce qui devrait être et ce qui se passe vraiment par rapport aux expériences de victimes et de survivantes. En deuxième lieu, nous créons un réseau entre les victimes et survivantes. C'est pour ça que c'est cette proposition YSM mondiale, parce qu'il s'agit de vraiment questionner la justice comme nous la connaissons. On sait que l'État doit améliorer ses processus, doit se renforcer, mais nous recherchons également à repenser la justice pour les victimes, puisque très souvent, eh bien, elles ne trouvent pas les réponses adéquates. Donc, repenser la justice, repenser la réparation, et à partir de là, créer un dialogue. Alors, je pense que mon temps, le temps qui m'est imparti est quasiment arrivé à terme, mais sachez que la plateforme, il a 3 minutes encore, très bien, 3 minutes. Donc, la plateforme, non, plus que j'ai 3 minutes, donc je vais juste insister encore sur le fait de repenser la justice. Nous savons qu'il s'agit d'une proposition orientée sur la prise en charge, mais pour nous, c'est très clair que entre les organisations qui travaillent pour renforcer les institutions, pour améliorer les capacités de recherche des différents parquets, nous savons que les personnes qui doivent faire face à ce système, si elles le souhaitent, elles doivent être en mesure d'obtenir les informations. C'est-à-dire que toute personne qui fait face à ce genre de violence doit pouvoir prendre des décisions éclairées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'il y a des vides au niveau des informations. Et le premier lieu où on pense quand on fait face quand on rencontre la justice, c'est d'avoir toutes les informations clés et pertinentes et claires. Donc, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, comme YSM Mexique, et nous allons annoncer le lancement de la plateforme Mexique qui sera présente encore dans 4 ou 5 mois. Nous travaillons avec les victimes et survivantes pour générer ce type de matériel qui sont essentiels, et donc nous vous tiendrons informés du lancement de cette plateforme. Voilà, c'est tout. Et sur Instagram. Merci beaucoup, Alejandra. Il te restait 1 minute encore. Donc, Nayeli, je te cède le micro. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vais donc projeter ma présentation à l'écran. Et tout comme Alejandra, je vais commencer en disant que je suis tout à fait honoré de pouvoir partager ce temps avec des personnes aussi prestigieuses. Je souhaite remercier Mexico et Valois pour cette invitation. Alors, concernant l'initiative Spotlight, qui est créée pour prévenir les féminicides, c'est une initiative à l'échelle mondiale. Je vous en parlerai plus en détail, mais c'est les premiers éléments pertinents en matière d'innovation, c'est qu'elle est orientée sur les ODD, les objectifs de développement concernant l'égalité de genre. Le point numéro 5 de ce nouvel agenda 2030, c'est un point spécifique, un objectif en soi, mais il s'agit également d'un axe transversal de tout l'agenda 2030. Toujours eu. Excusez-moi, la connexion est mauvaise, j'ai du mal à écouter. C'est disons, un élément transversal de tous les objectifs de cet agenda 2030 qui sont synthétisés. Alors, l'initiative Spotlight est une alliance pluriannuelle entre l'Union européenne et les Nations unies pour éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les jeunes filles. Nous sommes présents sur les 5 continents et chacun fait face à une priorité, prend à bras-le-corps une priorité en fonction de sa zone géographique. Dans une zone pacifique, à des réalités tout à fait différentes, ou en Amérique latine également, pour prévenir et éliminer les féminicides. Dans le cas de l'Amérique latine, nous sommes 5 pays qui travaillent en coopération, l'Argentine, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Mexique, et l'Équateur va bientôt intégrer l'initiative. Dans le cas concret du Mexique, nous avons décidé d'inclure le Mexique, qui est un pays moyen, en développement moyen. Nous avons décidé de l'inclure du fait de ces taux élevés de féminicide. Au sein du Mexique, nous travaillons spécifiquement dans 3 États et 5 municipalités. Et de manière conjointe, nous travaillons avec les agences des Nations Unies, avec ONU Femmes, UNFPA, PNUD, ONUDH, UNICEF et ONUDC.
Le troisième point d'innovation qui me semble important de souligner, c'est que s'agissant d'une initiative mondiale qui a une portée régionale, et bien en même temps, nous nous concentrons sur les municipalités et les États. Parce que lorsqu'on se focalise sur un programme, eh bien, ça change. Disons que la dynamique nationale peut avoir certaines caractéristiques. Et si on se concentre sur chacune des municipalités, eh bien, seuls certains thèmes concernant la prise en charge ou certaines thématiques très ponctuelles sont abordées par les gouvernements ou par la réaction s'agissant de cette violence à l'égard des femmes. Alors, il y a 6 piliers. L'objectif de ces 6 piliers dans le monde entier est pour générer une possibilité de comparaison afin de pouvoir créer un modèle ou un pilotage au niveau local qui, par la suite, peut être donc augmenté, disons, dans l'étendue peut être augmenté. Nous essayons de prendre en charge des problèmes qui font partie de l'agenda féministe qui, au fil du temps, les femmes et les organisations ont intégré. Et nous avons décidé d'orienter le programme sur différentes optiques de façon plus étalée. Les piliers, alors les voici. Disons que le premier pilier, l'objectif, c'est le cadre normatif et les politiques publiques. L'objectif numéro 2, c'est le renforcement institutionnel. Le troisième pilier, la prévention et le changement des normes sociales. Le quatrième pilier concerne les services essentiels. Le cinquième pilier, les données. Et le pilier numéro 6, les mouvements de femmes. Nous essayons vraiment d'intégrer les problèmes afin qu'ils soient beaucoup plus escutables et qu'on puisse les écouter davantage et qu'ils puissent être résolus efficacement. Ici, l'interprète, excusez-moi, cette connexion est mauvaise, c'est très, très assuré. Donc, c'est un élément d'innovation pour travailler de façon conjointe avec les mêmes piliers. Et nous recherchons à générer des modèles qui soient donc extensibles. Dans le cadre normatif et politique, nous avons recherché à reprendre l'agenda de la société civile et des victimes en matière des cadres normatifs et politiques, aussi bien au niveau fédéral, étatique, au niveau des États, donc des régions, départements, ou municipales, ainsi que spécifiquement sur certains mécanismes de politique publique pour les droits envers les femmes. Ce qui me semble pertinent dans ce pays-là, c'est que nous avons entendu des mouvements élargis de femmes et nous avons obtenu des réponses dans chacun des États qui ont participé et les municipalités qui ont participé. Nous souhaitons impliquer chacune des victimes survivantes depuis les mères jusqu'aux grands-mères. Dans ce sens, nous recherchons à obtenir une réforme qui soit orientée au niveau pénal sur les féminicides. Malheureusement, c'est vraiment la question au Mexique. Et d'autres éléments qui sont en forte contradiction. Ce qui se passe très souvent, c'est que la norme au niveau pénal ou toute autre norme qui paraît secondaire n'est pas renforcée et donc impossible d'exercer ce droit-là. Donc, cela fait partie du travail que nous avons abordé dans ce pilier-là. Dans le pilier numéro 2, le renforcement institutionnel, fondamentalement par le biais par la voix de ces femmes, ces victimes, nous avons fait en sorte de former le personnel des administrations publiques et de tous les différents pouvoirs en matière de perspective de genre pour savoir quelles sont les stratégies, comment pouvoir faire en sorte de générer un sentiment pratique en matière d'accès à la justice. Et donc, nous avons élaboré différentes hypothèses. Nous travaillons également avec les organisations et l'objectif est d'intégrer le plus possible le fait que plus nous élaborons ces travaux de façon précise, plus les brèches vont pouvoir être réduites
et effectivement la partie budgétaire de chaque institution afin de savoir, d'identifier ce qui est le plus urgent stratégiquement pour pouvoir établir finalement une préoccupation au niveau des institutions quant à la prise en charge de ces questions liées aux femmes. Le troisième pilier est lié au changement de normes sociales. Nous essayons de démontrer ici d'effectuer un travail avec les communautés dans un contexte favorisant la prévention. Nous travaillons avec les médias également afin que les projets d'appel d'offres puissent changer le discours face aux cas de disparition de violences sexuelles dans une perspective dans le spotlight. Et l'une des facettes de ce continuum, je pense que c'est ce que nous travaillons, et par la suite générer des campagnes, élaborer, établir des campagnes pour de préoccupations. Souvent, la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Essayons de la compréhension de cette question-là, de l'accès à la justice. Il est très important de procéder à la transformation de ce discours au sein des communautés. Alors, je pourrais continuer, mais je pense que le temps me manque. Mais disons que la question essentielle, c'est les routes de prise en charge et comment nous faisons en sorte de les connecter davantage entre elles. C'est justement le pilier numéro 5 au niveau administratif, puisqu'il y a une route claire, mais par la suite, eh bien, le chemin est un peu bloqué. Les usagers, il s'agit de savoir comment nous pouvons défaire ces nœuds finalement. Et nous avons travaillé avec les organisations de la société civile, avec les groupes de référence, pour voir comment nous pouvons développer au niveau national et écouter de façon beaucoup plus pertinente et solide le travail entre les organisations face à tous les acteurs impliqués. Voilà, je pense que j'ai fini. Le dernier point, c'est au niveau Covid. Voici ce que nous avons fait, parce que le Covid a été une variable qui nous a vraiment affecté cette année. Voici donc l'initiative de s'impliquer et de générer des mécanismes pour l'amélioration. Ce qui est important, c'est que nous essayons de générer énormément d'hypothèses et de modèles qui nous permettent de proposer des éléments qui peuvent être bien appliqués au niveau mondial. Je vous remercie de votre attention. Merci. Effectivement, la question du Covid est cruciale aujourd'hui. Et Amilcar, je vous cède la parole, donc, sans plus attendre. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour depuis le Pérou. Je suis Amilcar Romero, le président de l'organisation ECABA. Je vais expliquer aujourd'hui les avancées concernant la défense et la promotion des droits des femmes. Au sein de l'organisation, je dirais que nous sommes une organisation féministe et qui travaille non seulement sur la question des droits de l'homme, mais également au sein de cette thématique, nous avons un programme spécifique pour la question des femmes. Et nous avons commencé au Pérou. Nous avons commencé tout d'abord par le biais d'une clinique juridique de prise en charge des femmes victimes de violences sexospécifiques en orientation et la défense légale dans les cours de tribunaux nationaux. Et le travail de cette organisation a été de constater, comme cela a été signalé préalablement, que les autorités faisaient face à ces problématiques-là. Souvent, elles se plaignaient, elles venaient se plaindre à nous du fait qu'il y avait énormément de manque d'informations, de données pour pouvoir mesurer, quantifier et quels éléments finalement jouaient vraiment en faveur ou à l'encontre de la violence sexospécifique. Donc ici, nous avons des ingénieurs de traitement de données
des économistes, etc. C'est une organisation dotée de différentes spécialités, qui comprend différentes spécialités, comme Mexico et Valois. Et nous avons analysé tout cela. Nous avons commencé à élaborer une cartographie de tous les éléments disponibles. Il s'agit d'une exception péruvienne, ou publique ou privée, et liée à ce thème-là. Pendant très longtemps, nous avons rassemblé des informations pour pouvoir créer un algorithme par le biais d'un logiciel qui nous permettait de lire ces informations. Alors, je ne parle pas de 2 sources ou 3 sources, mais il s'agit bel et bien de nombreuses sources, de milliers de données. Et en fonction des paramètres que nous avons donc organisés comme ingénieurs, bien, cela pouvait nous indiquer quels étaient les éléments spécifiques qui jouaient ou non en faveur de la violence sexo-spécifique. Nous avons affiné cet outil et nous avons réussi à identifier des patrons dans certaines villes et dans certaines rues. Nous avons identifié un fort potentiel ici. Et c'est donc ce centre de prise en charge de la femme qui s'est transformé en un centre de prise en charge des populations vulnérables. Et finalement, par le biais de ce centre, nous avons élaboré cette proposition sur la base des accords de Paris, qui est donc remise à jour au mois de novembre chaque année. Et je vais montrer aux participants de notre forum. Ici, on présente notre initiative aux différents chefs d'État. Ici, vous voyez la présidente estonienne. D'autres, nous voyons le président Macron et d'autres organismes internationaux, nos collègues et homologues de la société civile avec lesquels nous travaillons également, ou sur les questions liées aux droits de l'homme, aux droits des femmes, et pour élaborer un panel pour développer encore plus conjointement. Par la suite, nous avons vu un intérêt de la part d'organismes internationaux, péruviens également, qui ont démontré l'efficacité de cette initiative. L'ambassadrice du Pérou en France venue à cette occasion-là. Voici ce que nous avons présenté au cours du Forum de Paris. Cet outil a été mis à disposition des autorités, principalement du ministère des Femmes, du gouvernement central de Lima. Il manque des informations à cet égard, mais spécifiquement, nous avons présenté ce projet aux autorités, le gouvernement local, le gouvernement régionaux également, puisque les gouvernements centraux destinent des fonds pour pouvoir intervenir. Mais sans résultat et sans savoir exactement ce que nous faisons, bien, très souvent, des initiatives étaient dupliquées sans vraiment de pertinence. Donc, nous intervenons de 2 manières. D'une part, la partie légale et d'autre part, par le biais de cet outil technologique et numérique afin de participer à la prise de décision. Alors aujourd'hui, les éléments que nous utilisons sont en amélioration continue et nous espérons pouvoir continuer de l'exporter. Et dans d'autres pays, comme par exemple peut-être des panels comme des organismes tels que Al-Hana Nabia ou Enrique Sanchez, qui vont pouvoir le mettre en œuvre en coopération avec le Mexique, mais également dans des pays africains, et de nombreux gouvernements africains d'ailleurs, le Rwanda notamment, sont intéressés pour sa mise en œuvre. C'est un outil donc, qui montre, par le biais de la technologie, que l'on peut pallier le manque de services de l'État. C'est tout. Merci infiniment. Sans plus attendre, je cède la parole à Michel Dayan pour conclure la première ronde d'intervention. Votre micro, Michel, s'il vous plaît. Mute. C'est bon, vous entendez? Oui, c'est bon. Hola, bonjour à toutes et à tous.
même s'il est très tard ici, puisqu'il est presque minuit ici à Paris, et qu'habituellement à cette heure-ci, je suis sur le point de m'endormir. Je suis tellement enthousiaste et honorée de participer à ce panel et à ce forum international que je suis totalement réveillée. D'ailleurs, je ne vais pas dormir de la nuit, je pense. Alors, je souhaiterais tout d'abord remercier l'ambassade de France et en particulier Madame l'ambassadrice, enfin ex-ambassadrice de France au Mexique, Anne Griot et Juliette Billy et Vincent Guimard, qui travaillent maintenant en collaboration avec Lawyers for Women, L4W, depuis presque 2 ans, pour mettre en place des programmes concrets et innovants pour lutter contre les violences faites aux femmes au Mexique et évidemment en France, parce que l'idée, c'est un partage de bonnes pratiques et d'essayer de travailler en coopération. Pardon de ne pas intervenir en espagnol. J'avais promis à notre ambassadrice de L4W à Mexico, le docteur Patricia González Rodriguez, que j'apprendrais l'espagnol. C'était il y a 1 an, ma promesse. Et puis là-dessus, il y a eu le confinement. Et je n'ai pas eu l'occasion de revenir au Mexique. Mais je promets que la prochaine fois, je parlerai l'espagnol. Mais la langue que l'on parle toutes et tous est une langue maternelle, universelle, qui est la langue de la défense des plus vulnérables. Et en l'occurrence, les plus vulnérables, ce sont les femmes victimes de violences. Alors, vous posiez une première question, Stéphania, qui était la prise en charge spécifique de la violence faite aux femmes et qui est nécessaire pour ne pas invisibiliser cette violence. Et en France, je ne sais pas si vous savez, mais le terme féminicide, qui est né, je crois, au Québec, le terme féminicide n'existe pas en droit français. Il existe dans le langage courant. On parle maintenant depuis 1 an, c'est très très récent, 1 an ou 2 de féminicide, mais dans le droit pénal, dans le code pénal, dans le code civil, le terme féminicide n'existe pas, ce qui est dommage parce que ça ne permet pas de donner la dimension systémique de ce fléau et du fait que c'est une violence sexo-spécifique et comme toujours, si l'on ne prend pas en considération la particularité d'un fléau, alors on ne peut pas lutter de façon particulière et donc de façon efficace contre ce fléau qui a été longtemps l'angle mort des politiques publiques. L4W, rapidement, c'est une association assez jeune qui a 1 an et demi, de lutte contre les violences faites aux femmes en France et à l'international par le droit, est composée, et c'est un des, à mon avis, des axes innovants pour lutter contre les violences faites aux femmes, qui est en interprofessionnalité entre des avocats, des magistrats, des policiers, des professeurs de droit, et on travaille vraiment ensemble à chaque stade du parcours de la femme victime de violences, notamment avec les policiers. Vous avez eu dans un panel précédent Audrey Prindès qui vous a parlé de toute autre chose, qui est commandante de police et membre active de Lawyers for Women, et l'interprofessionnalité était très importante. Alors, l'objectif de ce forum et de ce panel, c'est donc l'innovation pour l'accès à la justice. Et je crois que d'ailleurs, on est dans une sous-partie qui est la simplification de la justice. Parce qu'on a toutes et tous fait le constat qu'en réalité, les femmes victimes de violences avaient peu accès à la justice. Soit parce que leur parcours est rendu trop difficile, notamment on les dissuade, on refuse de prendre les plaintes, on les dissuade, soit parce qu'elles-mêmes s'auto-censurent et sont découragées à l'avance d'aller porter plainte. Et puis, seule une coopération véritable, je vous l'ai dit, était nécessaire. Donc, si on veut avoir une véritable effectivité de lutte contre les violences faites aux femmes, on peut avoir les outils les plus innovants, le système législatif le plus perfectionné. Si les femmes n'ont pas accès à ces outils et accès à la justice, alors ça ne sert à rien. C'est pourquoi la justice doit aller vers ces femmes et non pas les femmes aller vers la justice. C'est le constat que nous, on a fait. Et pour ça,
ce qui a été innovant, je vais vous parler de ce qui est innovant en France en général et de ce que, pour L4W, en France et au Mexique, nous avons travaillé pour innover cet accès à la justice. En France, Portail des violences sexuelles et sexistes, qui est un chat en ligne, anonyme, gratuit bien sûr, de la police, du ministère de l'Intérieur, où toute femme victime de violences sexo-spécifiques peut rentrer avec une possibilité en plus de masquer, en appuyant sur un bouton, de masquer et d'effacer l'historique Google de ce chat pour que, évidemment, si son mari est là et arrive au moment où elle est en train de chatter avec un policier, parce que l'interlocuteur est un policier, elle puisse le masquer. Et ça permet de créer un véritable lien entre cette femme et un policier qui est formé spécifiquement à la violence sexuelle et sexiste. Et aujourd'hui, L4W travaille en partenariat avec les policiers de ce portail pour les former et pour leur donner notamment un réseau d'avocats dans chaque département, dans chaque région, que ces femmes pourront ensuite appeler avec une permanence H24, 24 heures sur 24, avec le Conseil national des barreaux, qui est l'organisme représentatif des barreaux. Donc ce portail, ce chat des violences sexuelles et sexistes, c'est très important. Et puis au bout d'un moment, ça met la femme en confiance et ça peut l'amener enfin à passer la porte du commissariat, à aller porter plainte. Deuxième innovation extrêmement importante, c'est une innovation qui n'est pour le coup pas technique, mais qui est législative, c'est l'ordonnance de protection en France. En 6 jours, vous pouvez obtenir, non pas au pénal, mais au civil, l'expulsion d'un mari violent ou d'un concubin violent et l'organisation du droit de visite pour les enfants et de la garde des enfants. En 6 jours, c'est une innovation de 2010 qui a été renforcée en 2020. J'ai plus beaucoup de temps. Vous avez aussi quelque chose qui a été également créé pendant le confinement, mais qu'on peut pérenniser, qui a été les SMS, le SMS Stop Violence. Vous faites un numéro, pareil, anonyme, gratuit, pour signaler une violence. Et puis, L4W, nous travaillons sur les cliniques juridiques. Nous avons créé une clinique juridique avec l'UNAM, l'Université de Mexico et l'Université de Chihuahua, avec Madame Rodriguez, pour permettre à des informations de droit de ces femmes victimes de violences, avec une clinique juridique virtuelle à cause du Covid, mais que l'on pourrait pérenniser après le Covid. Et c'est une plateforme en ligne sur laquelle les étudiants en droit proposent une assistante juridique aux femmes en situation de violence qui permet et de proposer un accompagnement et de former les futurs professionnels. J'arrête là, je suis trop bavarde. Vous voyez, je vous disais que c'est le milieu de la nuit, mais je suis complètement réveillée. Muchísimas gracias, Michelle. Merci beaucoup, Michel. Je pense que vous avez abordé les grands traits. Quels sont les projets que vous êtes en train de mettre en œuvre? Alors, dans cette deuxième ronde, je pense que vous avez toutes partagé des idées clés. Tout d'abord, comment nous devons comprendre cette violence et comment, finalement, les interventions devraient être, disons, pour résumer d'autres concepts de création de politiques publiques. Et nous voyons quelle est la trajectoire et ces 3 clés que nous devrions prendre en considération. On recommence dans le même ordre. Alejandra, tout d'abord. Alors, en ce qui me concerne, quelque chose qui est tout à fait essentiel, c'est la politique publique aujourd'hui qui n'est pas du tout orientée à mettre les victimes au centre. Je parle de cas de violences sexospécifiques, mais pour d'autres délits également, je parle du système de justice. Nous parlons tout le temps, nous disons tout le temps que les ministères publics, les juges aient une perspective de genre, mais c'est toujours très délicat. Donc, comment mettre les victimes au centre? Nous voyons que tout le temps, pendant tout ce temps-là, les victimes ne sont qu'un simple élément, un élément même secondaire, et le système pénal ne
le repositionne pas au centre. Il devrait y avoir une grande discussion de ce qu'est la justice pour elle. Alors, je sais que c'est une question beaucoup plus étendue, mais je me concentrerai sur le système de justice finalement. Nayeli. Merci Stéphanie. Alors, de point de vue Spotlight, je suis d'accord avec Alejandra et j'aimerais approfondir certains éléments qui ont été abordés. Tout d'abord, de bénéficier davantage de services judiciaires virtuels, puisque le Covid, ce n'est pas quelque chose qui va durer 6 mois comme nous le pensions au tout début de la pandémie. On sait que tout du moins, tant que le vaccin ne sera pas généralisé à l'échelle mondiale, on ne sait pas trop quelle va être la date. Mais bon, il faut penser à des éléments innovants basés sur la technologie et accessibles. Donc, de ce point de vue-là, nous devons vraiment voir qu'est-ce qui est nécessaire d'étendre d'un point de vue judiciaire, non seulement pour les questions de suivi de processus, de procédés pénaux, qui très souvent, les tribunaux n'ont pas généré les mécanismes pour pouvoir faciliter le processus judiciaire pénal. De la même manière, il semble essentiel qu'un projet d'innovation au niveau technologique ou autre, afin de générer davantage de liens entre les processus civils et pénaux, puisque dans la majorité des cas, ils sont en corrélation dans les cas de violence à l'égard des femmes, qui sont souvent passés par une étape de divorce. Et donc, il y a toujours également une triple, alors je ne sais pas combien de victimisations, mais sur les questions des enfants, ils ont vécu cette violence et en plus, ils doivent vivre avec l'agresseur ou l'assassin de leur mère. Donc, très souvent, le lien est essentiel et je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Très bien, Nayeli. Amilcar, alors, concernant les questions ici, un instrument que j'ai développé qui s'appelle intelligence artificielle pour la prévention et la prise en charge de violences sexo-spécifiques. Comme je l'ai signalé, nous avons créé un genre de software qui analyse une certaine base de données qui nous permet d'identifier donc, les localités, les lieux où surviennent les agressions et dans quelle probabilité les cas de violence domestique vont donc survenir et que vont donc faire les femmes. Donc, nous devons anticiper. L'idée est de pouvoir anticiper ce qui peut arriver. Et au niveau local, avec les gouvernements locaux, nous avons identifié les types d'interventions possibles. Ce n'est pas un concept abstrait. Il y a énormément de nuances en matière de genre, énormément de patrons également. Par rapport à d'autres questions sur la projection vers l'enfance, je pense que l'éducation et les schémas publics d'éducation en matière de promotion d'égalité entre les sexes, je pense dans la région au Pérou, c'est lié étroitement à la lutte pour établir une éducation à l'école primaire sur les questions de genre, les questions sexo-spécifiques, mais je pense que ça passe avant tout par l'éducation, indépendamment des outils qui peuvent être développés. Donc, je pense donc que la réponse à ce phénomène ne doit pas être uniquement juridique. C'est ce quoi nous avons abordé à Ankawa, c'est aborder la question de perspective juridique, et je pense que la question a toujours été pertinente sur ce point-là. C'est bien quelles sont les nouvelles clés à cet égard. Comme on dit en anglais, c'est tech for good, c'est la technologie pour le bon sens, pour le bien-être, et freiner finalement ces situations. Voilà, c'était donc ma conclusion finale.
Merci. Michel, 3 minutes donc pour conclure. Merci. C'est vrai que la période du confinement, c'est parti durer, nous a permis de faire marcher notre créativité et notre imagination pour lutter plus efficacement encore contre les violences faites aux femmes. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des numéros qui ont été mis en place, des SMS gratuits. Il y a également des possibilités qui ont été mises en place d'aller dans les pharmacies pour les femmes lorsqu'elles allaient pendant le confinement à la pharmacie pour acheter un médicament. Elles pouvaient, avec un signe, un mot, un chiffre qui était le chiffre du 114, elles pouvaient faire alerter les services de police par le pharmacien. Ça, ce sont des choses qu'il faut pérenniser et qui nous ont permis, de façon plus éthique, philosophique, de comprendre que tout le monde était concerné par ce fléau. Mais évidemment, on peut aller plus loin dans l'innovation avec les applis, les applications dont on vous parlait. Je rejoins ce que disait Amilcar sur l'éducation. Évidemment, il faut aller plus loin. On a cet outil qui a été développé avec le confinement de cours en ligne, d'applications. On peut imaginer évidemment des moyens ludiques pour lutter contre les stéréotypes de genre, puisque bien évidemment, la violence faite aux femmes, elle prend sa source dans les stéréotypes de genre, et c'est la forme la plus grave, paroxystique de l'inégalité culturelle, notamment entre les hommes et les femmes. Et puis, il faut continuer les cliniques juridiques et il faut continuer d'aller vers les femmes avec notamment ces permanences dont je parlais. Nous avons organisé avec L4W des permanences dans les hôpitaux maintenant, où il y a des avocats et des étudiants en droit et des élèves avocats qui sont à l'hôpital public. Lorsque les femmes viennent et qu'elles sont pour un court séjour aux urgences ou pour un plus long séjour et qu'elles puissent préparer un dossier et avoir accès au droit. C'est essentiel, l'accès au droit. Il y a en effet les smartphones, il y a en effet les applis, mais il y a aussi les lieux, tout le parcours de cette femme, les lieux où elles sont, et notamment l'hôpital, le médecin, ce sont des lieux essentiels où la justice et le droit va vers ces femmes au lieu qu'elles aillent vers la justice et le droit. Voilà, j'ai terminé. Merci infiniment. Nous sommes sur le point de conclure. Et par la suite, la session de questions et réponses du public, alors, qui pose des questions fantastiquement importantes. Vous avez donc 2 minutes pour y répondre, même si vous attendez un petit peu plus. On me dit que c'est le dernier panel. Donc, 2 questions que l'on nous a posées ici en ligne sur le chat. Les 2 sont liées et pas des moindres. Que se passe-t-il avec les budgets? Comment dépasser le problème de la question des budgets lorsqu'on sait que les obstacles les plus communs, surtout qui doivent être réactivés, il y a énormément d'autorités et d'instances qui doivent être réactivées. Si on veut concrétiser la vision de Spotlight, par exemple, de prise en charge intégrale en matière disons qu'il y a un problème de budget, comment dépasser finalement ce petit problème budgétaire dans les pays comme les nôtres? La deuxième question, et je pense est particulièrement pertinent pour Nayeli et Michel, par exemple en matière d'intervention avec les autorités, on signale qu'une des stratégies doit être la formation ou la professionnalisation des autorités pour pouvoir fournir un certain type de prise en charge et comment pouvoir donc évaluer ce qui est en train d'arriver. Quel type de code pouvons-nous identifier pour être certain que 10 ans après, les résultats ne peuvent pas être analysés ou consultés? Il y a des questions concrètes, par exemple, de la part d'Alejandra, 2 en particulier, que je vous ai envoyé individuellement. Et par exemple, Alejandra, si la plateforme permet d'une certaine manière la formation de groupes d'appui et que donc les victimes peuvent partager les expériences, comment allons-nous garantir que la plateforme arrive à davantage de femmes et impacte davantage de femmes? Alors, c'est une intervention
qui existent. Pour Nayeli, sont différentes questions spécifiques sur la question de Spotlight. Par exemple, quels sont les obstacles principaux? Alors, pour ne pas vous prendre davantage de temps, allez, vas-y. Sur le budget, je sais que ça va au-delà des thèmes abordés ici, mais j'aimerais vous dire et commenter que je ne sais pas si quelqu'un a une idée de faire autrement que de mettre la pression sur le gouvernement, puisque ils vont non seulement se limiter politiquement, mais on parle là aussi vraiment sur le fait qu'il y a un impact dans les conditions de travail des gens. Il faut prendre en considération que cela a un impact aussi en matière de santé publique. Ce n'est pas en tant que soit la politique publique qui va être limitée ou parce qu'il n'y aura pas de budget pour telle ou telle condition. J'aimerais juste poser cette question-là sur la table et je ne vois pas d'autre moyen que de faire pression puisque c'est une question particulièrement délicate. Sur la question liée à la capacitation, je sais que c'est beaucoup plus orienté sur ce qu'a dit Anneli et Michel. Mais je pense que pour savoir si ces formations ont fonctionné, il faut le dire crûment. Les études qui ont été effectuées dans d'autres pays montrent que les formations ne sont pas toujours efficaces. Elles doivent être valorisées, mais il faut savoir quelle est la prise en charge reçue par la personne et comment les décisions sont prises du point de vue des personnes qui approchent ces institutions. Donc, comment nous envisageons-nous le fait que l'information nous parvienne par les réseaux sociaux? Déjà, je pense que nous sommes tous familiarisés, mais par le biais d'alliances également de la société civile qui, généralement, et à partir de ces réseaux pour, disons, faire en sorte que les informations et que ces plateformes existent et que ces informations soient donc diffusées par le bouche à oreille aussi. Sur les groupes de soutien, oui, nous le considérons, nous l'envisageons. Cette plateforme sera dotée d'un bloc qui pourra donc partager les histoires de différentes femmes. C'est ce que les victimes nous ont dit, qu'elles auraient trouvé très pertinent d'avoir lu déjà l'histoire d'autres femmes victimes également, comme un processus important dans le processus de guérison. Et nous savons donc pour redéfinir les questions judiciaires qui sont liées donc à cet élément qui est donc de partager les expériences et en tant que stratégie basique également, c'est de comment pouvoir mettre en œuvre finalement tout cela, quelles sont les informations à partager entre toutes. Merci Nayeli. Merci beaucoup Stéphanie. Pour essayer d'être très rapide, concernant la question en matière de formation, je pense qu'on a des outils, des indicateurs très fiables comme le MECSECBI et d'autres exercices nationaux pertinents tels que si les formations sont effectuées au printemps, eh bien, avec un changement institutionnel, je pense qu'il est malgré tout nécessaire de continuer la formation et la sensibilisation, puisque c'est un processus de sensibilisation et d'amélioration qui doit être réalisé à travers des victimes et que tout le temps, de toute façon, c'est un processus sur lequel nous devons continuer à travailler et faire en sorte que les questions soient beaucoup plus informées. Il ne s'agit pas uniquement des grandes affaires sur les questions de violence, mais en matière d'accès, c'est vraiment ce qui est primordial. Il faut être beaucoup plus efficace sur le long terme, développer une plus grande quantité de couverture, puisque dans notre cas, on n'a peut-être pas forcément davantage de politique préventive au niveau du protocole. On me fait une question ici sur l'homologation des protocoles, puisqu'il est important que dans le cas du Mexique, le délit de féminicide dépend de la législation de chaque État, des forums communs. Ça, c'est très important puisque très souvent, on veut sortir de la partie pénale de la violence à l'encontre des femmes. Et on ne sait pas au bout d'un moment s'il s'agit d'un délit civil ou pénal.
Donc, il s'agit de le rendre beaucoup plus accessible, de mieux comprendre dans ce cas-là que les protocoles doivent être fondés sur les capacités des États afin de garantir le droit et la justice des femmes. Et nous sommes toujours… Donc, la loi 846, par exemple, destinée à la protection de ces femmes victimes. Il me reste encore trop peu de temps, mais les objectifs concernant les budgets, évidemment, il faut continuer à demander, mais il faut retrouver des mécanismes de base. Parce que si je suis victime, je ne peux pas aller rechercher le haut fonctionnaire au niveau national ou au niveau de l'État. Je vais me rapprocher de celui qui est le plus proche de moi. Donc, comment se protéger? Je ne sais pas, il faut se protéger puisque les budgets sont limités. Nous n'avons pas d'argent pour tous les projets. C'est une situation de crise et de récession que nous vivons, mais nous devons vraiment protéger puisque sinon, ça va être d'autant plus complexe. Il nous faudrait traiter ces questions-là de façon directe. Voilà. Très bien. Alors, concernant les questions, je pense que les budgets publics doivent toujours considérer une question de la violence à l'égard des femmes et les budgets augmentent par rapport au stade de bonne pratique. Je crois que c'est l'une des pistes à aborder, mais je n'ai pas compris qu'il était nécessaire de continuer cette autonomisation citoyenne. Et bien sûr, au niveau local, et lorsqu'on dit qu'elles peuvent y contribuer, eh bien, elles vont certainement avoir davantage de considération quant au fonds alloué au niveau municipal et régional. Donc, finalement, sur la question budgétaire, je pense qu'il faut démontrer davantage ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays. Je pense que c'est très bien de prendre l'exemple de ce qui se fait en Allemagne, ou des pays comme le Pérou ou le Mexique, des exemples de gestion. Ce n'est pas uniquement une perspective de coopération. Sur la question des formations, je pense qu'il faut renforcer la question des opérateurs de justice, mais principalement lorsqu'elles font face à une élaboration de plaintes, eh bien, finalement, il y a une peu de volonté de vouloir absorber une première instance parce que finalement, il n'y a peut-être pas de motivation suffisante ou des outils qui permettent à la justice de commencer à aborder ces questions-là. Au niveau des commissariats de police, là où on peut donc déposer plainte, eh bien, on peut commencer donc à victimiser une victime possible, disons. Donc, je pense qu'il devrait y avoir un effort par rapport au thème des budgets et la participation des organismes spécialisés, comme c'est le cas de notre organisme. Stéphanie, je vous cède la parole à nouveau. Merci, Michel. Donc, pour conclure. Alors, sur la question des budgets, comment pallier au budget, même si en France, notre président de la République, Macron, a déclaré lorsqu'il a été élu que la lutte contre les violences faites aux femmes était la grande cause nationale de son quinquennat, et même si nous avons eu il y a un an un Grenelle des violences conjugales qui a été très efficace parce qu'on en a parlé, donc c'est sorti de l'angle mort, c'est très important. Il y a eu des moyens qui ont été alloués, il y a une loi, je vous en parlais, en 6 jours maintenant, on peut obtenir l'expulsion d'un conjoint violent, il y a eu des avancées, mais évidemment le budget de la justice notamment, qui inclut le budget de la pénitentiaire, donc quand on nous dit en France que le budget de la justice augmente, on sait que dedans il y a le budget des prisons, et donc ce n'est pas ce budget-là qui est alloué à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc il faut bien évidemment pallier par des initiatives privées. Vous parliez du commissariat, c'est très important. Nous, à LFW, avec une clinique juridique parisienne, enfin, de la région parisienne, on a mis en place une cartographie de l'accueil des femmes victimes de violences
conjugale dans les commissariats, avec un questionnaire remis à la sortie des commissariats. Il y a eu une initiative qui est la gouvernementale, où 60 commissariats en France sont maintenant équipés d'une assistante sociale et d'une psychologue, parce qu'on connaît la spécificité de ces femmes qui portent plainte, qui vont, qui repartent, qui abandonnent les plaintes, qui hésitent. Et donc, toutes les initiatives privées dont je vous parlais, notamment dans les sociétés privées, c'est très important. Nous, on met en place avec L4W des permanences juridiques, commence à avoir des collaborations avec des gros groupes privés, des entreprises qui, parce qu'on sait aujourd'hui, comme une entreprise est éco-responsable et que c'est un label et une vitrine d'être éco-responsable, de plus en plus, l'égalité homme-femme, c'est également une vitrine, et la lutte contre les violences faites aux femmes devient, pour beaucoup d'entreprises, quelque chose qui va avoir un impact économique positif. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer, puisque en termes d'image, pour ces entreprises, pouvoir dire qu'elles ont mis en place un dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes avec des partenariats, notamment des lawyers, c'est extrêmement valorisant. Et donc, nous, on peut l'utiliser dans la lutte qui nous occupe toutes et tous contre ce fléau. Je pense que c'est un des axes. Voilà, je crois que s'il y a une seule femme à qui on a pu libérer la parole, parce qu'en effet on libère la parole, mais il faut libérer l'écoute. C'est bien de libérer la parole, mais il faut libérer nos oreilles après avoir libéré la bouche. Donc s'il y a une seule femme à chaque fois, chacun de nous formé, vous parlez de la formation, Stéphania. Évidemment, c'est très important la formation. Il ne faut pas que la lutte contre les violences faites aux femmes soit laissée à des professionnels du droit qui seraient de seconde zone ou de seconde catégorie. C'est pour ça, nous, au barreau de Paris, au Conseil de l'ordre de Paris, nous avons mis en place des formations spécifiques qualifiantes qui permettent, même quand on est inscrit sur à l'aide juridictionnelle, à l'aide juridique, il faut avoir passé un examen et une série de formations de plusieurs heures et de plusieurs journées pour pouvoir prendre en charge les femmes victimes de violences. Je pense que ça, c'est très important. Et je crois que voilà, et ces initiatives-là, ce panel-là et ce forum-là ont fait avancer. Il faut penser grand, mais avancer petit. Je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. Merci infiniment, Michel. Nous concluons ce panel. Je crois que tout le travail qui a été réalisé par les panélistes ici présents sont disponibles en ligne. Donc, pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à réviser les projets. Rappelez-vous également, pour ceux qui nous voient, il y a encore 2 d'IA supplémentaires concernant les processus d'égalité envers la justice. Consultez la page de Mexico Evalua pour connaître les horaires de ces panels. Merci infiniment. Bonne nuit pour ceux qui sont en Europe. Bon après-midi encore pour ceux qui sont de ce côté-ci de la planète. Et on se voit très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Hello. Con el que cerró el día, pero específicamente Michelle Dayan, porque prefirió estar con nosotras que dormir, literalmente. Y si les pareció que fue rico en conceptos, discusiones y análisis, este primer día, espérense para el día de mañana. Mañana nos enfocaremos en el tema de modernizando la justicia. Y tenemos 6 paneles y 2 conferencias magistrales. Una probadita, innovaciones en prisiones, modernización de la gestión de la justicia enfocada a grupos en situación de vulnerabilidad, denuncia de corrupción y el papel de los denunciantes, innovaciones, justicia y seguridad. Vamos, un tema que puede parecer más enfocado en lo técnico de la justicia, de la procuración de justicia, pero que en realidad va a ser tan interesante o más que el día de hoy. Y no me queda más que agradecerles a todas y todos su presencia. Nos vemos mañana
Ya lo saben, a partir de las 10. La charla del día de hoy quedó ya en nuestro canal de YouTube de México Evalúa, pueden buscarlo como México Evalúa. El programa del día de mañana y también el tercer día lo encuentran en mexicoevalúa.org o bien en innovacionenlajusticia.mexicoevalúa.org. Ahí encuentran todo, en realidad, y nos vemos mañana. Gracias por su presencia.